Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous présenter les différents éléments qui composent classiquement une chaîne d'acquisition et de vous montrer leur utilisation dans le cas pratique d'une simulation. Pour rappel, l'objectif d'une chaîne d'acquisition est de transmettre un signal le mieux possible, c'est-à-dire en ayant à la sortie de la chaîne d'acquisition un signal qui soit le plus proche possible du signal d'origine et avec le meilleur SNR possible. Le SNR étant le rapport signal sur bruit et étant défini comme étant 20 fois le logarithme du rapport entre l'amplitude du signal et l'amplitude du bruit. Une chaîne d'instrumentation est composée de différents blocs fonctionnels qui permettront une acquisition efficace du signal désiré. Parmi ces blocs, nous avons entre autres le signal à acquérir, qui peut être par exemple d'origine physiologique, comme dans notre cas ici d'un électroencéphalogramme. Ensuite, nous avons un capteur, lui-même constitué d'un transducteur et permettant de faire l'acquisition de ce signal. Nous avons ensuite des amplificateurs, qui soient différentiels ou référencés à la masse, ou single-ended. Différents filtres, passe haut, passe bas, coupe-bande, passe-bande, même si nous nous concentrerons principalement sur les passes haut et les passes bas dans le cadre de ce laboratoire. Nous avons ensuite un convertisseur analogique numérique, permettant de transformer notre signal analogique en signal numérique à placer en fin de chaîne. Et enfin, ces blocs étant reliés généralement entre eux via des câbles ou via des traces sur un circuit imprimé, nous les modéliserons ici dans le cadre de la simulation par un bloc câble générant un bruit blanc. Attaquons-nous maintenant aux exercices. Je vais commencer par développer une chaîne d'acquisition afin de récupérer un signal simple, celui d'une sinusoïde. Le premier exercice me demande de récupérer un signal digital ou numérique, c'est la même chose, à partir d'un signal sinusoïdal d'1 volt d'amplitude. Puisque mon signal de départ est un signal différentiel, nous avons bien deux sinus en opposition de phase de 2,5 volts d'amplitude chacun. Mon premier bloc sera un amplificateur différentiel, me permettant d'obtenir en sortie la différence de mes deux signaux d'entrée et de multiplier ces différences par le gain. Je dois ensuite placer un convertisseur analogique numérique afin de transformer mon signal analogique en un signal digital, soit une série de bits. Si l'on se rappelle l'objectif premier d'une chaîne d'acquisition, qui est de récupérer un signal proche du signal d'origine, on est loin du compte. La raison réside ici dans les paramètres de mes blocs. En effet, la fréquence d'échantillonnage est ici réglée sur 50 Hz. Or, le théorème de Nyquist de Shannon nous spécifie que pour éviter tout repli en spectral, il faut échantillonner à minimum 2 fois la fréquence maximale de notre signal, ici 50 Hz. Si on dézoome, on se rend bien compte que notre sinus à 50 Hz s'est replié en un sinus de fréquence bien plus faible de 1 Hz. Appliquons donc le théorème de Nyquist et mettons la fréquence d'échantillonnage à 2 fois 50 Hz ou 100 Hz. Nous pouvons observer maintenant un signal de la fréquence correspond bien à notre signal de départ, qui est de 50 Hz. Cependant, puisque nous prenons seulement 2 échantillons par période, notre signal ne ressemble pas vraiment à une sinusoïde. En pratique, on cherche toujours à avoir la meilleure fréquence d'échantillonnage afin d'avoir une transcription le plus fidèle du signal de départ, mais on est souvent bien limité par la spécification des convertisseurs eux-mêmes. Réduisons ensuite l'amplitude du sinus de départ à 100 mV ou 0,1 V. A nouveau, le signal de sortie perd en qualité. Mais la raison réside maintenant dans la résolution du convertisseur, c'est-à-dire le nombre d'échelons de tension qu'il possède en sortie. Si j'augmente la résolution, à 16 bits par exemple, il y a de plus nombreux échelons et l'effet d'escalier est réduit. Cependant, on est en pratique à nouveau limité par la spécification du convertisseur et il y a souvent un trade-off entre la fréquence d'échantillonnage et la résolution. La réponse va alors se situer au niveau du gain. En effet, un convertisseur analogique numérique de 8 bits possède 256 échelons de tension qui sont répartis dans l'entièreté de sa plage d'entrée. Dans notre cas, cette plage d'entrée s'étend de moins 5 à plus 5 volts. Dans un sinus ne faisant que 100 000 volts d'amplitude, on ne bénéficie que d'un dixième de la résolution qui est disponible. La solution est donc d'amplifier le signal afin qu'il remplisse un maximum de l'intervalle d'entrée du convertisseur. Nous allons donc appliquer un gain ici de 50 et nous obtenons un signal qui est de bien meilleure qualité, même avec 8 bits de résolution. Si nous venions à changer également la fréquence du signal d'entrée, il faudrait faire attention à toujours respecter le théorème de Nyquist et avoir une fréquence d'échantillonnage qui est de minimum 2 fois la fréquence maximale du signal. Mettons-nous ici à 12 bits de résolution et 5 kHz de fréquence d'échantillonnage qui sont des valeurs réalistes et disponibles dans le commerce. Supposons maintenant que les électrodes génèrent un bruit de 20 microvolts RMS sur la page de fréquence qui nous intéresse. On peut observer une diminution de SNR à 74 dB, qui auparavant était infinie, d'où la valeur en dB très élevée puisque nous avions un signal parfait sans bruit. Cependant, un SNR de 74 dB reste très correct, et le bruit n'est quasiment pas visible sur le signal. Supposons maintenant que l'amplitude de notre sinus est de 1 mV. Le bruit est maintenant quasiment visible et le SNR est fortement dégradé. De plus, comme précédemment, il faut amplifier plus largement afin d'utiliser toute la plage d'entrée du convertisseur analogique numérique et mettons donc le gain à la valeur de 5000. Supposons maintenant que les électrodes rajoutent un offset différentiel, c'est-à-dire une tension continue différentielle de 1 V. Le signal semble disparaître, mais ce qui se passe en réalité, c'est que l'amplificateur différentiel sature à sa tension d'alimentation de 5 V. En effet, il essaie d'amplifier un signal d'amplitude de 1,001 V d'un facteur 5000, soit d'avoir une tension de sortie de plus de 5000 volts, tout en étant alimenté en plus ou moins 5 volts. Pour éviter la saturation, il n'y a pas d'autre choix que de diminuer le gain maximal étant dans ce cas-ci de 4
afin de ne pas dépasser 5 volts en sortie. On observe alors sur l'ADC un signal de 4 volts de moyenne et de 4 mV d'amplitude de variation, ce qui est quasiment indétectable pour le convertisseur. Il va donc falloir continuer à amplifier, et ceci n'est possible qu'en enlevant l'offset. Si on regarde la FFT, on observe un grand pic à 0 V, qui correspond à l'offset, mais également, lorsque l'on zoome, un petit pic à 50 Hz. On se rend alors bien compte que pour enlever l'offset, il suffit de filtrer les fréquences inférieures à 50 Hz. Rajoutons donc à un pass haut une fréquence de coupure de 45 Hz. On peut alors observer que l'offset n'est plus présent. Par contre, l'amplitude est plus faible. Cela est dû à l'atténuation du filtre. En effet, la fréquence de coupure correspond à la fréquence à laquelle il y a déjà moins 3 dB d'atténuation. Selon l'ordre du filtre, le 50 Hz sera donc déjà légèrement atténué. Augmentons donc l'ordre du filtre à 3 et plaçons la fréquence de coupure vers 25 Hz. Nous pourrons alors observer que nous avons à nouveau 4 mV d'amplitude, mais que l'offset a bien disparu, le filtre remplit donc bien son objectif. Vous pouvez également observer cela en regardant la FFT. Repassons sur une vue temporelle de nos signaux avant d'aller plus loin. Maintenant que l'offset a été retiré, nous pouvons terminer notre amplification totale de 5000 en rajoutant un nouvel amplificateur single-ended de gain 1250 et un ADC afin de récupérer notre signal de 12 bits 5 kHz. En pratique, les différents blocs sont reliés par des câbles ou des traces sur un circuit imprimé, et nous pouvons modéliser cela dans la simulation par un câble entre l'amplitude différentielle et le pass haut. Ce bruit, qui est un bruit blanc, une fois généré, est amplifié et filtré tout comme le signal par les blocs suivants. Il est donc lui aussi amplifié par notre amplificateur single-ended. Le SNR étant le rapport de l'amplitude du signal par rapport à l'amplitude du bruit, il est primordial d'amplifier aussitôt que possible, c'est-à-dire au niveau de l'amplificateur différentiel. En effet, le signal sera d'une amplitude 4 fois supérieure si le gain est de 4, et le SNR sera donc meilleur si l'on amplifie avant l'apparition du bruit au niveau du câble. Cela peut se voir sur les valeurs du SNR lorsque le gain de l'amplificateur différentiel change. Il nous reste encore un emplacement de libre, alors essayons d'obtenir le meilleur SNR possible. Ce qui impacte notre SNR ici, c'est le bruit blanc, c'est-à-dire un bruit présent sur toutes les fréquences. Il suffit donc de couper les fréquences qui sont supérieures à celles de notre signal d'intérêt, ici à un sinus 50 Hz, avec un filtre passe-bas. Afin de limiter le bruit, nous allons choisir un filtre d'ordre 3 de fréquence de coupure de 100 Hz. Nous pouvons tester l'efficacité du filtre en augmentant le bruit généré au niveau des électrodes à 100 ou à 400 microvolts. Pour terminer, nous pouvons dire que si l'on suppose que tous nos composants sont parfaits, l'ordre entre l'amplificateur et le passe-bas n'a pas d'importance. En pratique par contre, un filtre génère du bruit. Il est donc important de placer l'amplificateur avant le filtre afin de garantir le plus grand SNR possible en maximisant le rapport signal sur bruit. Appliquons ce que nous avons appris sur un signal physiologique d'électroencéphalogramme. Ce genre de signal est un exemple typique d'un signal physiologique qui est composé d'un grand mode commun au sein duquel un petit mode différentiel existe et va devoir être amplifié et filtré. La tension continue d'offset est de 0,1 V et un bruit de 1 mV provient des électrodes. Commençons par appliquer un amplificateur différentiel afin de retirer le mode commun. Le signal est de l'ordre du dixième de millivolt, mais il a également l'offset de 0,1 V. Il va donc falloir amplifier au maximum, mais sans entrer en saturation. Le gain sera donc de 49. Si nous plaçons un ADC directement, il est à nouveau clair que la faible amplitude du signal ne permet pas une acquisition efficace. Dans un cas réel, afin d'amplifier le plus rapidement possible afin de limiter l'impact du bruit généré par les câbles, des amplificateurs différentiels sont placés physiquement juste derrière les électrodes, sur la tête du patient, avant de tirer les câbles jusqu'au reste de la chaîne d'acquisition, qui sera elle placée à plusieurs mètres de distance. Ajoutons donc un câble pour simuler cela. Appliquons ensuite un filtre passe-haut afin de retirer l'offset et pouvoir continuer l'étape d'amplification. La question est donc quelle devrait être la fréquence de coupure. Contrairement à l'exercice du signal sinusoïdal, nous ne connaissons pas le spectre des fréquences utiles. Alors commençons par jeter un œil au spectre fréquentiel du signal de l'EEG en utilisant la FFT. Nous pouvons enlever l'offset temporairement afin d'avoir une meilleure vision du spectre. Ce que nous observons, c'est la FFT d'un signal réel. Il y a donc un miroir à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Nous voyons ensuite le bruit blanc qui est réparti sur toutes les fréquences. En zoomant, on se rend également compte que la majeure partie du spectre dans le signal utile s'étend de 0 à 400 Hz. On va donc pouvoir appliquer un filtre avec une fréquence de coupure de 0,5 Hz et d'ordre 3. Maintenant que l'offset a été retiré, nous pouvons continuer l'amplification avec un gain qui permet d'atteindre les plus 5 volts sans saturer, soit un gain de 1350. Ajoutons ensuite un filtre passe-bas afin de filtrer le bruit des électrodes. Nous avons vu précédemment que notre signal utile s'étend de 0 à 400 Hz. Par défaut par contre, le bloc ajouté propose une fréquence de coupure de 100 Hz. On observe alors une déformation du signal, comme le fait que le premier pic de l'EEG est plus faible que le second, alors que ce n'est pas le cas pour le signal d'origine. Ceci est dû au fait que nous coupons une partie de l'information utile du signal en coupant aux fréquences de 100 Hz.
Changeons donc la fréquence de coupure du filtre à 450 Hz. Finissons la chaîne par un convertisseur analogique numérique afin de récupérer le signal sous forme digitale. Puisque notre filtre passe bas à une fréquence de coupure de 450 Hz, Nyquist impose donc minimum 900 Hz comme fréquence d'échantillonnage. Afin d'avoir une bonne retranscription du signal, prenons 5 kHz et 16 bits, ce qui reste un ensemble de valeurs réalistes pour un convertisseur commercial. En pratique, quand vous voulez choisir vos amplificateurs, vos filtres et vos convertisseurs, vous les choisissez en fonction du bruit généré, de la gain bande passante, du slew rate, de la résolution à l'entrée nécessaire et plein d'autres paramètres. Ceux-ci seront vus dans les prochains laboratoires.